Bon, bonsoir, bonsoir tout le monde. Désolé, on a eu un certain nombre de problèmes techniques, dont des problèmes visiblement d'envoi du lien de connexion. Mais bon, on va enregistrer cette discussion et elle sera diffusée sur le site du SNEP. On a pensé que c'était utile de faire une réunion spécifique là, sur les questions de formation. Pour tout le monde, c'est complexe, c'est problématique. Donc, il nous a semblé important de pouvoir faire un petit point avant la fin de l'année pour tous ceux que ça intéresse et puis, bien sûr, pour pouvoir diffuser l'information largement autour de nous. Donc, on enverra l'enregistrement, enfin le lien pour accéder à l'enregistrement ultérieurement. Donc pour cette soirée, on va avoir deux interventions. La première de Coralie Bénèche, qui est secrétaire nationale et qui suit ce dossier de la formation pour le SNEP, qui a suivi donc toutes les réunions préparatoires depuis maintenant 2 ans et puis qui suit l'actualité. Donc, elle nous fera un petit point global. Ensuite, il y aura Emmanuel Lefebvre, qui est formateur à l'INSPE à Paris et qui nous présentera à partir de sa maquette, d'une maquette, l'ensemble des problématiques qui peuvent se poser aujourd'hui aux formateurs et bien sûr, en voie de conséquence, aux étudiants. Ensuite, on aura un débat. En tout cas, questions-réponses sur ce sujet-là. Ensuite, Coralie reviendra sur la problématique des alternants en M2, plus spécifiquement, pour faire là aussi le point, parce que tout le monde, pas grand monde ne comprend l'ensemble des problèmes qui sont posés. Selon les académies, il n'y a pas les mêmes informations. Bref, il y a un véritable problème. Et puis enfin, on terminera peut-être le tour par une réflexion un petit peu sur comment agir ou quoi faire, en tout cas à partir de maintenant, mais aussi l'année prochaine. Nous avons un représentant étudiant ici que je salue, donc on aura la possibilité de discuter de ça. Donc je laisse tout de suite la parole à Coralie qui va nous faire le point sur la réforme globale. À toi, Coralie. Oui, bonsoir. Donc, voilà, je vais essayer d'introduire, même si je pense que beaucoup d'entre vous connaissez l'ensemble des points de cette réforme de la formation. On va essayer de tout relister et de voir bien tous les enjeux qui sont derrière. Parce que ça fait effectivement maintenant 2 ans qu'on a commencé à travailler sur l'ensemble des textes et ça comprend plusieurs volets. On a un volet sur la réforme du concours avec un décalage du concours en Master 2 et une transformation des épreuves, dont la mise en place de l'épreuve d'oral 3. La réforme du Master MEF, impliquée aussi par la réforme du concours, et l'année de fonctionnaire stagiaire, dont on n'a pas encore tous les éléments, mais qui va aussi être modifiée. Donc, c'est tout un ensemble de choses qu'on a étudiées depuis 2 ans. La première chose, c'est que cette réforme du Master MEF, elle est pilotée par les ressources humaines. Et c'est un point important parce que, en fait, du coup, tout s'explique. Tout s'explique sur le fait que le seul objet, finalement, que l'on voit derrière cette réforme, c'est l'utilisation d'étudiants comme moyen d'enseignement. Sous couvert que, c'est vraiment une idée fixe de la part de l'administration, l'apprentissage du métier se fait sur le terrain. Et sur le terrain, en pleine responsabilité. C'est l'alpha et l'oméga de la formation, il faut mettre les étudiants sur le terrain, c'est comme ça qu'on apprend. D'autre part, on sent aussi qu'il y a une volonté de normalisation sur le fait que le contrat, ça soit un passage obligé, une entrée prioritaire, en tout cas sur le Master MEF. Et dans ces cas-là, on voit bien le lien que l'on peut faire avec la mise en place de l'oral 3 tel qu'il est fait au niveau du CAPEPS. Je rappelle que il y a en EPS 3 euros, alors que la norme sur le reste, c'est 2 écrits 2 euros sur l'ensemble des CAPES. Et nous, on a
je dis bien que ça a été une bagarre de l'inspection générale aussi et de nous sur le fait qu'on garde un oral 2 avec des pratiques physiques et sportives. Ce n'était pas gagné au départ, je préfère le dire à tout le monde. Donc, je reviens sur le fait que l'entrée en Master MEF avec des étudiants qu'on va essayer de mettre en contrat tout de suite, ça va être une entrée prioritaire et on va dire qu'il pourrait être un point d'appui lors de cet oral 3 sur lequel, vous avez vu, il y a la mise en place d'une fiche que le jury aura avec le parcours de l'étudiant qui regroupe un certain nombre d'informations. Mais en plus, le début de cet oral 3, c'est bien la mise en avant d'un certain nombre d'expériences. Et donc, bien évidemment, ça peut interroger sur ce qu'on veut mettre vraiment derrière l'oral 3 sur cette première partie. Alors, après, juste pour dire sur la place du concours en Master 2, en soi, on peut ne pas avoir de désaccord si derrière, on a bien l'idée d'une forme que enseigner est bien un métier qui s'apprend et que si on veut faire des enseignants concepteurs avec une vraie volonté de faire réussir tous les élèves, parce que c'est bien ça l'enjeu, eh bien, il faut une réelle formation. Et le problème, il se situe dans l'idée de se dire que si on met un concours en Master 2, eh bien, ça ne permet pas à toutes les origines sociales de pouvoir, tous les étudiants en fonction de leurs origines sociales, de pouvoir y accéder. Et donc, là-dessus, le SNEP, tout au long des discussions, a fait des propositions, notamment sur en avançant l'idée des pré-recrutements. Donc avec des étudiants rémunérés pendant leurs études, notamment à partir de la licence, enfin, toute une philosophie que le SNEP, en tout cas, a développée depuis très longtemps pour justement permettre, une élévation du niveau de formation et deux, à tous les étudiants de pouvoir y parvenir. On sent bien derrière cette réforme que ce n'est pas du tout l'objet, que le ministère se cache derrière donc toujours cette volonté d'utiliser les moyens d'enseignement des étudiants comme moyens d'enseignement, avec l'idée de dire pour que tous les étudiants puissent faire le Master MEF, on va les rémunérer. Donc, je reparlerai tout à l'heure, mais de toute manière, on sait bien qu'une rémunération de 600 € par mois n'est pas suffisante. Et surtout, ça implique pour l'étudiant, bien évidemment, un des enjeux, c'est de se dire que si l'étudiant il est contractuel alternant en pleine responsabilité, ça va être compliqué, surtout vu comme ça se dessine pour l'instant avec un contrat sur S3, S4, ça va être très compliqué au S4 de préparer le concours, de finir le master et de continuer d'assurer aussi ses cours. On sent bien là qu'il y a un nœud et il y a ça accompagne aussi une conception de la part de l'administration hyper réductrice de la formation et des métiers d'enseignement. On le voit, Emmanuel va le présenter aussi, toute la difficulté qu'il y a aujourd'hui avec la baisse du volume de formation, qui implique aussi la baisse des horaires disciplinaires, enfin tout ça, qu'il y a une vraie difficulté derrière à mettre en place des maquettes de formation qui tiennent la route, mais qui tiennent la route dans l'intérêt de l'étudiant. Ce n'est pas du tout les formateurs que je mets en cause, soyons bien clairs, c'est vraiment ces dilemmes-là, et on l'a vu tous ces derniers temps avec des remontées des formateurs qui disent mais c'est impossible. Et donc, on sent bien que les étudiants, cette réforme de la formation, elle a des vrais impacts sur la formation en tant que telle. Un dernier point sur cette réforme aussi, c'est qu'ils ont mis en place, pour nous, il y avait, au moins un enjeu à décaler cette réforme à minima. C'est-à-dire qu'à défaut de pouvoir gagner un certain nombre de choses,
il était demandé de reculer, de reporter cette réforme qui s'est fait dans un contexte où le travail collectif depuis 2 ans, de toute manière, il est comment dire, très limité par le contexte sanitaire. Et donc, ça fait partie aussi de l'enjeu par rapport aux équipes aujourd'hui de formateurs notamment, de pouvoir travailler correctement et en ayant du temps. Tout ça, ça n'a pas été fait. Et on le regrette parce qu'on voit aujourd'hui, on a vu ces derniers temps, un certain nombre de démissions de formateurs en tant que responsable du MEF, tout ça. Donc, voilà pour les différents points. Je vais pas non plus faire très long parce que je pense que vous avez pas mal d'éléments aussi en tant que formateur. Nous, on est inquiet sur la formation. On est inquiet pour les étudiants parce qu'on sent bien que pas mal d'étudiants, j'en reparlerai tout à l'heure dans les différentes rencontres qu'on a eues, sont demandeurs de ces contrats-là et ne voient pas non plus tout ce qui va derrière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, être contractuel alternant, c'est aussi se tirer une balle dans le pied, non seulement parce qu'on va être peut-être en difficulté, mais aussi parce que c'est la diminution des postes au concours. À un moment donné, il faut le voir comme ça. Et donc, on voit bien là tous les enjeux qu'il peut y avoir qui ne sont pas forcément vus par les étudiants. Et le statut de contractuel alternant, pour nous, est un vrai problème. Et c'est vraiment lié à la vision ressources humaines de l'administration sur la formation des enseignants. Voilà, je crois qu'après, peut-être que je réinterviendrai. Je pense que ça suffit. Je pense que j'ai donné un certain nombre de choses. D'accord. Bah, écoute, merci. Je vais passer la parole tout de suite à Emmanuel qui va nous présenter un petit peu les problématiques à partir de son cas concret, on va dire. À toi la parole, Emmanuel. Merci. Alors, bonjour, moi je suis Emmanuel Lefebvre, j'enseigne à l'INSPE de Paris tant sur le premier que sur le second degré. Et nous avons été confrontés là, dans la réalisation des maquettes à l'apport des universités, parce que nous sommes dépendants de plusieurs universités à Paris et chacune participe plus ou moins en termes d'abondement aux formations. Et le premier problème qui apparaît, c'est que dans la rédaction des maquettes, toutes disciplines confondues, la majorité des collègues au départ, je parle pour l'INSPE de Paris, hein, qui étaient toutes disciplines confondues relativement opposées aux maquettes, n'ont pas du tout percuté que le fait qu'on passe directement de M1 en M2 allait constituer un coût supplémentaire très important en termes de volume horaire, tant étudiants que surtout enseignants. Et ça a été un problème qui a été découvert, à mon sens, beaucoup trop tard. Et donc, ce que fait le ministère, moi je souscris complètement à ce que dit Coralie, et c'est la raison pour laquelle je suis là d'ailleurs, c'est que le ministère se décharge sur les universités des volumes horaires enseignants. Et il nous dit, ben, moi j'ai prévu une maquette, voilà, elle fait 800 heures, hein, normalement c'est autour de 800 heures la maquette étudiant, et ben, c'est aux universités et aux INSPE de les mettre en œuvre. Le problème, c'est que les volumes accordés, les volumes horaires accordés par le ministère, tant au rectorat qu'aux universités, n'augmentent pas. Et la réponse des universités, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour nous à Paris, c'est de nous dire, ben non, il est hors de question qu'on augmente d'un iota le volume horaire enseignant, puisque nous, de toute façon, on va fonctionner à volume constant. Et donc, on ne peut pas financièrement dépenser 10 heures ou 15 heures de plus, vous imaginez, dans toutes les disciplines. Alors, sur les grosses universités, effectivement, les Master MEF, nous, on en a 18. Donc, effectivement, si chacun demande des heures, pour 2 ou 3 universités, ça représente des sommes relativement importantes en termes de volume enseignant. Moi, je voudrais juste attirer, je vais essayer d'être aussi bref, je veux juste attirer votre attention sur le fait que la modification des coefficients au concours sur les épreuves a une incidence nette sur les horaires qui devraient être dédiés, je dis bien qui devraient être dédiés à la formation.
Quand vous regardez la maquette du concours en termes de coefficients, vous avez écrit 1, écrit 2 qui ont chacun 2 coefficients, la leçon coefficient 2, l'oral 2 coefficient 3 et l'entretien coefficient 3. On voit donc bien que, et moi je suis parti de ce principe-là, que pour réussir au concours, il fallait aussi tenir compte de ces coefficients. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir un très bon écrit 1, un très bon écrit 2, même faire une bonne leçon, ça ne faisait jamais que 6 coefficients et qui pouvaient être totalement plombés par l'oral 2 et cet entretien dont on ne sait rien. Et donc, c'est un vrai souci parce qu'on peut avoir des étudiants qui finalement écrivent bien, sont intelligents, réfléchissent correctement, sont capables de proposer des leçons qui tiennent la route et pour autant se faire bananer soit sur une option, soit sur un entretien qu'on ne maîtrisera absolument pas. Et pour moi, c'était un problème. J'ai donc refait un calcul de maquette volume horaire étudiant à partir des coefficients. Alors, je pourrais vous le mettre là sous forme d'écran partagé, mais finalement, ce qui apparaît dans les volumes horaires qui sont attribués pour nous d'un côté de l'Université de Paris, qui est l'ex-fusion de Paris 5 et de Paris 7, et puis de l'autre côté de Sorbonne Université, à laquelle on a été rattaché maintenant depuis 2 ans, c'est que finalement, quand on fait des calculs simples, non seulement il manque 200 heures de volume enseignant pour que, et tenez-vous bien, pour que simplement chaque étudiant ait droit à la fin de ses M1, M2 à un oral 1 en termes de simulation, un oral 2, un oral d'entretien et globalement une dizaine d'heures dans les pratiques physiques. Et ça sur les 2 ans. Et donc, quand on fait des calculs à partir des coefficients et qu'on remet en question les crédits ECTS par rapport à ces coefficients et qu'on fait des calculs d'heures par rapport à ces coefficients, on se rend compte que finalement, les étudiants qui ne vont pas être préparés d'emblée à cet oral 2 et à cet entretien, cet oral 3, ils risquent de connaître le désagrément d'être admissibles et de ne pas être admis. Ce qui suppose que finalement, pour être admis, il faudrait préparer dès le M1 et surtout en M1, je vais reprendre les propos de Coralie, surtout en M1, l'oral 2 et l'entretien, puisque au niveau du Master 2, je pense que ce sera pareil chez vous, le stage est là, il faut le terminer, mais il y a aussi un mémoire qu'il faut produire. Parce que ça aussi, on l'oublie, mais il y a aussi un mémoire, et le mémoire demande du travail. Donc, si vous voulez, ça devient une situation impossible pour les étudiants de gérer la préparation du concours, le mémoire et le stage en même temps, avec des échéances qui se retrouvent, parce que ça ne changera pas, je pense, à des niveaux d'écrit aux alentours du mois de mars, puisque là, c'est prévu, je crois que les dates sont déjà prévues, hein, aux alentours du mois de mars pour les écrits. Ça veut dire qu'il faut être prêt pour les écrits au mois de mars en continuant à faire un stage, puisqu'il y a même eu une demande, je crois, c'est de la part du SNEP, hein, il y a une demande à ce que les étudiants soient libérés, c'est un truc de fou quand même, hein, soient libérés quelques jours de leur stage pour pouvoir aller passer les écrits. C'est un truc de dingue. Et donc, à ce moment-là, on voit bien quel est le problème. Le problème, c'est que s'il n'y a pas un gros volume horaire sur le M1, sur l'UE2 et l'entretien, alors les étudiants risquent d'être en perdition. Or, c'est ce que je disais avant qu'on commence la réunion. À Paris, l'habitude, c'était sur cet oral 2, en particulier même sur l'oral 1, c'était au vu du manque de volume horaire enseignant, c'était de faire quelques cours sur oral 1, oral 2 avant l'admissibilité et de réserver aux uniques admissibles des simulations oral 1, oral 2 pour qu'ils puissent être réellement préparés. Ce qui leur faisait 3 ou 4 simulations dans chaque registre. Mais en même temps, ils avaient très peu de volume d'heures de pratique, parce que comme il n'y avait pas d'heures de pratique, les collègues de Paris 5 bloquaient le mardi après-midi les pratiques physiques des L3, des M1 et des M2. Donc, ça faisait un melting pot sur lequel… Alors, moi, j'ai un peu gueulé sur les collègues de Paris 5 parce que je leur dis, non seulement vous faites des cours qui sont théoriquement pas du même niveau, mais en plus, vous n'êtes payé qu'une fois. Parce que la saloperie qui a été faite à mes propres collègues, c'est de faire courir le bruit qu'ils étaient payés 3 fois quand ils associaient L3, M1 et éventuellement M2
non admissibles, là, les M2 non lauréats, il y a une rumeur qui a couru qu'ils étaient payés 3 fois, alors qu'en fait, ils étaient payés qu'une fois et qu'ils essayaient désespérément de recoller des morceaux pour faire en sorte que ça fonctionne à peu près. Donc, moi, la seule solution, et puis je vais m'en arrêter là, avant de passer sur un autre point, la seule solution pour moi, c'est que les étudiants prennent le relais des revendications, parce que de mon côté, par exemple, sur Paris, moi, j'ai tout essayé. Hein. J'ai écrit au recteur, au vice-recteur, au chancelier, au directeur d'académie, au président de l'université, au président de l'université de Sorbonne Université, à tout le monde, aux responsables, au VP formation, à tout le monde, et personne ne m'a jamais répondu. En off, les gens vous disent, vous avez totalement raison, mais on ne peut rien faire. Donc, on en est là. Et ce qui se dessine, et là je change de sujet, c'est qu'à Paris, il y a 3 maquettes qui ont été mises en difficulté au moment de la validation des maquettes au niveau du conseil d'école. La première maquette, c'est celle d'Histoire Géo. La deuxième, c'est celle de PS, tellement j'avais gueulé. Et la troisième, c'est celle de philo. Alors, la philo, depuis des années, c'est un souci parce que les philosophes sont intouchables, c'est pas rien, c'est la philosophie. Et si jamais on tape sur la maquette de philo, les philosophes crient au scandale, à l'atteinte aux intellectuels, etc. Donc, tout le monde calme le jeu. Mais alors, sur le PS, notre maquette, ça c'est un truc qui est illégal, elle a été validée sur 1 an. Donc, on va pouvoir fonctionner sur 1 an. Et dans 1 an, on va reconsidérer la maquette. Et au vu des volumes horaires qui sont pour le moment attribués, moi, j'ai prévenu les collègues que la proposition qui allait être faite, c'est de diviser la capacité d'accueil par 2. On est passé, il y a 2 ans, de 60 étudiants à 40 étudiants en M1. Et en fait, on va adapter la capacité d'accueil au volume horaire enseignant. Et ce volume horaire enseignant, il correspond à 20 étudiants en M1 et 20 étudiants en M2. Et donc, je pense que ça, c'est le piège dans lequel il faudra faire attention à ne pas tomber, parce qu'on va vous dire, on vous donne des heures, à vous. Moi, c'est ce qu'on m'a dit en commission de formation. Hein. Pourquoi vous n'effectuez pas une sélection à l'entrée en M1 ? Après tout, vous avez des heures. Débrouillez-vous pour qu'il y ait moins d'étudiants qui soient là en M1 et vous pourrez mieux les former puisque vous aurez les heures que vous réclamez. Personne ne se demande pourquoi il y en a 90 en L3 qui demandent à passer en M1 et que sur les 90, on en sélectionne déjà 40. Voilà, donc ce qui veut dire qu'à terme, finalement, les étudiants, et moi je peux éventuellement largement les comprendre, à la fin de L3, sur la région parisienne, ils vont aller regarder là où il y a le plus d'heures de formation possible et ils vont aller choisir d'aller s'inscrire dans ces universités-là. Ces universités-là, qui sont Orsay ou Créteil, etc., sachant qu'elles vont, dans les 2 ans qui viennent, avoir un flux d'étudiants, elles vont pouvoir faire un tri. Et ça va générer un cycle infernal. Dans le tri qu'elles vont effectuer, elles vont récupérer les meilleurs étudiants et les autres vont rester sur la touche. Et donc, dans ce système qu'on connaît un peu, et bien finalement, au fur et à mesure, les universités qui ont de moins bons résultats par le fait d'un manque d'heures eh ben, vont voir leur nombre d'étudiants diminuer, voire disparaître, et les autres vont continuer à exister. Et je pense qu'il y a une volonté délibérée, on l'a vu avec Valenciennes à un moment donné, il y a une volonté délibérée de faire disparaître la filière EPS en L3 pour réduire les capacités d'accueil en M1 et en M2 et ainsi fonctionner de manière plus facile économiquement. Je crois qu'il y a véritablement cette volonté-là derrière. La deuxième chose, c'est l'histoire géo. L'histoire géo, c'est très intéressant parce qu'en histoire géo, chez nous, il y a 300, cette année, il y a 300 étudiants en M1. Et évidemment, comme l'a dit Coralie, la question des berceaux, vous imaginez, trouver 300 berceaux pour des historiens géographes en Île-de-France, c'est juste impossible. Sachant qu'à Paris, les années passées, il y en avait 3 des berceaux pour les M2 alternants. Donc, il faut aller en trouver 297 ailleurs. Et ce qui a été proposé par les collègues universitaires, c'est de dire, et c'est ce qui est en train de se passer chez nous, alors je ne sais pas ailleurs, mais ce qui est en train de se passer chez nous, c'est qu'on commence à valider l'idée que des gens qui auraient un M2 ailleurs, M2 recherche, M2 dans une autre discipline, pourraient directement rentrer en M2 alternant sans passer par la case M1. Et c'est une idée qui est en train de faire son chemin. Et du coup, en histoire géo, les collègues de Paris 4, de l'ex-Paris 4, donc de Sorbonne Université, ils ont commencé à dire aux étudiants, écoutez, ce n'est pas un problème. Vous allez faire un master recherche chez nous, M1, M2, en histoire ou en géographie. Et puis, quand vous aurez votre master 2,
eh ben, vous irez vous inscrire en master MEF. Vous serez dispensé d'un certain nombre de cours puisque vous avez déjà un master. Vous aurez en particulier un mémoire, donc vous n'aurez pas de mémoire à faire. Et ça, c'est l'idée d'un certain nombre de collègues à Paris de dispenser de mémoire les gens qui auront fait un mémoire ailleurs dans une autre discipline ou dans le cadre d'un master recherche, de les dispenser de mémoire, ce qui fait qu'ils n'auraient plus que le stage à faire globalement. Donc, ils pourraient préparer le concours dans le cadre de l'université et non plus dans le cadre de l'INSPE, préparer le concours et simplement venir à l'INSPE pour être suivi en termes de stage. Et on en est là en histoire géo. Et nous, la crainte qu'on a, c'est que cet exemple fasse tâche et que l'année prochaine, on commence à nous dire, ben, voyez, si c'est possible ici, c'est aussi possible là. Et que finalement, on organise un master recherche disciplinaire et que, au final, globalement, ben, tout ce qui est purement professionnel reste à l'INSPE, c'est-à-dire globalement la mise en stage et quasiment rien d'autre. Et quasiment rien d'autre. Donc, on voit ça arriver gros comme une maison. Et comme on a des conventions, si vous voulez, avec les universités, pour les collègues, dans un premier temps, et c'est pour la raison pour laquelle ils ne sont pas complètement effrayés, mais ça va peut-être leur poser des problèmes dans pas longtemps. Dans un premier temps, on dit bah, on ne touche à rien, en fait. Vous viendrez faire des cours à l'université comme avant. Sauf que les cours en master recherche, ils ne nécessitent pas pléthore d'enseignants. Donc, mes collègues d'histoire géo commencent à s'inquiéter sur leur devenir à terme proche, si vous voulez. Parce que tout le monde ne va pas faire que des visites. Voilà. Donc, on attend avec impatience de voir comment va apparaître ce master histoire géo pour savoir globalement comment ça va être utilisé par le ministère ou par l'université pour faire évoluer l'ensemble des maquettes. Voilà, parce qu'on nous a dit que de toute façon, les maquettes n'étaient pas fixées. Même si elles étaient validées, elles n'étaient pas forcément pour autant fixées définitivement dans le marbre. Donc, on a… Et puis, dernier point, sur les M2 alternants. Alors, puisque moi, au titre du SNEP, je fais partie de la FDE, et donc, on a des échanges sur les M2 alternants, toutes disciplines confondues. Il apparaît quand même que dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup d'INSPE, les M2 alternants vont être mélangés avec les M2 montants dans les cours. Or, à Paris, pour le moment, on n'en est pas là. On a exigé que les deux soient séparés. Mais pour vous situer quand même un peu le problème, on est sur un déficit de 576 heures. C'est-à-dire qu'on a exactement un poste et demi qui nous manque pour assurer la maquette MEF alternant plus ce montant là de M1. Un poste et demi qu'on n'aura jamais. Donc, ce qui va se dessiner à court terme, je pense dans les 3 ans qui viennent, que je ne verrai pas parce que j'espère être à la retraite d'ici là, mais ce qui va se dessiner, c'est qu'on va aller vers une école normale réservée au premier degré. On a vu apparaître, je ne sais pas comment ils appellent ça, la maison de la formation continue, ou je ne sais pas quelle connerie, qui va nous délester de la formation continue, et le second degré va rebasculer dans les universités. Et finalement, le tour sera joué. Économiquement, ça sera très, très, très viable. Voilà la situation parisienne. Bah, écoute, merci, c'est assez vertigineux, mais bon, on va pouvoir maintenant échanger, en tout cas poser des questions pour ceux qui souhaitent en poser, et puis échanger entre nous pour faire le point sur ce que vous avez dit tous les deux, Coralie et toi. J'ai Natacha qui est inscrite en direct de Corse et qui suit le réseau STAPS. Oui, bonjour tout le monde. Alors j'avais une petite précision finalement, peut-être un apport, Emmanuel, par rapport à ce que tu dis, c'est qu'on a eu un entretien au niveau du ministère, enfin du cabinet de Madame Vidal avec Monsieur Jolion et qui du coup nous a bien mentionné que ce qui donne financièrement, c'est un prix étudiant et que eux ne se soucient pas en effet du volume horaire enseignant. Voilà, c'est annoncé, c'est clairement établi et ils mettent ça en fait dans tous les cas, ça dépend de l'autonomie des universités.
eux, ils augmentent finalement une grosse enveloppe qu'ils allouent à l'université et ils se déchargent totalement, en effet, du volume horaire enseignant. Mais ce qui est assez hallucinant, en fait, c'est qu'ils ne le prennent même pas en compte. Voilà. Donc, on a réussi à avoir un tableau sur la répartition, justement, un petit peu des volumes horaires, mais ils se refusent de flécher. Voilà. Donc, ça, c'est impressionnant. Et l'autre chose sur laquelle ils se déchargent, c'est de dire que eux, ils organisent la formation, mais ce n'est pas eux les recruteurs, puisque les recruteurs, en effet, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Et donc, en fait, ils se disent, imaginez que on diminue le nombre de postes, les recruteurs diminuent le nombre de postes. Vous comprenez quand même que nous, en fait, on ne peut pas envoyer pléthore en fait, d'étudiants qui vont rester sur le carreau. Et donc, en fait, ils se refusent de discuter entre eux au niveau ministériel. Donc, quand je t'entends, en effet, Emmanuel, et c'est top hein, de pouvoir défendre le beefsteak dans toute l'université, je me dis qu'on a des choses à faire déjà au niveau aussi au-dessus, de telle manière à faciliter les démarches des collègues qui sont dans les universités, les INSPE, et donc voilà. Je n'ai pas vu d'autres personnes, d'autres questions. Donc, dans le chat, non. Si, moi j'ai vu une question concernant ce que je racontais sur l'histoire géo. Et pour le moment, non, je n'ai pas de choses écrites, puisque pour le moment, on est dans des échanges. Enfin, moi, je suis en copie des échanges qui se mettent en place sur le rapport, comment on va gérer ces 300 étudiants finalement. Alors, parce qu'évidemment, non seulement ils n'auront pas de berceau de stage pour être en responsabilité, où il y en aura peut-être 10 ou 15 ou 20 au maximum, mais tous les autres vont être en stage OPA. Et on ne sait pas combien on va pouvoir. Alors, OPA, observation, pratique accompagnée, et on ne sait pas combien ils vont être par classe et comment ça va fonctionner. Donc, ce qu'on pressent, c'est qu'au fond de la classe d'histoire géo, il y aura peut-être 5, 6, 10 gus qui assisteront au cours du prof et qui prendront la classe quand ils auront le temps. Enfin, voilà, c'est vraiment. Ça tourne vraiment presque au truc marrant, parce que moi, j'avais un copain prof d'histoire géo qui me faisait remarquer qu'il avait connu ça en tant que lycéen, de voir arriver des gens au fond de la classe qui assistaient pendant 3 semaines au cours et puis ensuite qui repartaient. Et moi, j'ai souvenir aussi de ça en tant que lycéen, des gens qui arrivaient, qui repartaient. Et c'est peut-être ça qui va se passer au final. Hein. C'est ça qui va se passer. Mais pour le moment, non, pas de décision encore définitive. Alors, j'ai une demande de parole de Pierre Janin de la NESTAPS. Merci. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Donc, pour ma part, c'est Pierre Janin. Je suis membre du bureau national de la NESTAPS et donc représentant des étudiants à l'échelle nationale, des étudiants qui sont en STAPS et également de tous ceux qui prépareraient le CAPEPS et qui seraient en MEF-EPS. Par rapport aux dernières explications qui viennent d'être données, et c'est là aussi où ça nous paraît un petit peu ambigu, c'est que le ministère parle d'un master plus professionnalisant avec cette mise en place d'une alternance, mais par contre, qu'on les enverrait quand même sur des stages uniquement d'observation et de pratique accompagnée à 5 ou 6 sur une même classe. Donc, ce qui va totalement à l'opposition, puisque à 5 ou 6 sur un berceau de stage, on se doute bien qu'en termes de professionnalisation, on va dire de préparation au métier, c'est nul. Elle sera réduite à 0 puisqu'on ne fera que de l'observation. Et en plus, si on veut tenter d'intervenir, il faudra arriver à intervenir à 4 ou 5 en même temps ou sur un faible créneau horaire. Donc là, c'est l'une des premières choses qu'on tendrait à dénoncer. Et tout simplement, après, pour pouvoir revenir également à la gestion de ces flux étudiants, c'est quelque chose que nous, on a réussi à avoir un petit peu à l'échelle nationale. C'est que cette masse d'étudiants qui arrive, elle est tout simplement réduite par une diminution des capacités d'accueil de 50% sur de nombreuses INSPE. Je peux prendre l'exemple de Clermont-Ferrand l'an passé, on peut prendre l'exemple de Nantes cette année également, ou de ce qui s'est passé à Valenciennes avec une fermeture de la promo Master MEF EPS. Donc, effectivement, c'est l'une des premières volontés, c'est diminuer puisque les capacités d'accueil en MEF pour pouvoir avoir moins de candidats au concours et donc d'être plus cohérent avec on va dire le nombre de places qui sont disponibles à l'issue de ce concours.
Et derrière, on envisage également un cercle vicieux puisqu'on suppose que notre gouvernement et plutôt la direction des ressources humaines sera en capacité de nous dire bah, regardez, on a moins de personnes qui se présentent au concours, on a moins de personnes en master MEF EPS. Donc derrière, pourquoi continuer d'augmenter le nombre de postes à l'issue du concours? Donc là, c'est une deuxième chose qu'on dénonce. Et après également, peut-être pour pouvoir rester cohérent avec nos missions de représentation des étudiants, on s'est rendu compte que ce nombre de places à l'issue du concours n'augmentait pas, n'évoluait pas comme on l'a vu cette année ou diminuait les années passées. Et donc que des promotions pouvaient être réduites ou fermées, mais qu'on avait toujours autant d'étudiants en L3 EM ou certains l'appelleront L3 EPS. Là-dessus, il y a un véritable travail qui est mené avec la C3D, avec un groupe de travail qui ressemble un petit peu à une commission permanente et qui organise des webinaires auxquels, si vous le souhaitez, n'hésitez vraiment pas à vous rapprocher de la C3D pour pouvoir y participer. Et ces temps de travail visent justement non pas à la suppression des licences éducation et motricité, mais bien à la diversification, parce qu'on se rend compte, et on espère ne pas être fataliste, mais plutôt objectif, qu'il faut proposer d'autres voies à nos étudiants en attendant de pouvoir faire augmenter ce nombre de places au concours. Donc, on travaille sur vraiment deux choses, deux axes qui nous paraissent importantes. Et donc, là-dessus, on est d'accord qu'il faut arriver à sensibiliser les étudiants, à les amener dans ce travail de dénonciation de ce qui se passe, de la réalité des choses. Donc, vous soyez rassurés, entre guillemets, nous sommes présents, nous sommes là. Vous avez pu le voir, il y a une large campagne de communication déjà qui se fait sur les besoins dans les UFR STAPS. Peut-être que dans les années à venir ou tout simplement l'année prochaine, il sera également un travail qu'on pourrait mener avec le SNEP sur pouvoir connaître, pouvoir lancer une étude sur les besoins en termes d'enseignants et donc de volume horaire pour pouvoir assurer ces fameuses maquettes en MEF EPS. Merci. Natacha et puis après Emmanuel. Juste une petite question pour Coralie par rapport à l'oral 3. D'accord. Est-ce que par rapport au CAPEPS interne, l'oral 3 se rapproche en effet de l'oral pro qu'ils ont en CAPEPS interne? Ou tu vois, ils doivent faire état de leur CV. Est-ce que... Ok, Coralie prendra la parole tout à l'heure pour revenir sur un certain nombre de choses sans doute. Emmanuel? Oui, moi je voudrais juste rappeler un petit point d'histoire. Arrive à terme, si on peut le dire, les promotions Mitterrand. Et moi je suis sorti en 1981, 500 postes, mais si vous regardez le nombre de collègues qui sont sortis dans les 3 ou 4 années qui ont suivi, on était à chaque fois autour de 1200 postes, 1400 postes. Et on voit bien ce qui va se dessiner comme problématique et pourquoi il faut recruter des contractuels. Parce que dans les 5 ans qui viennent, il va falloir recruter 4000 collègues. C'est ça le problème. Il va falloir recruter 4000 collègues. Et donc, vous imaginez ce que ça coûte. Donc, c'est le moment ou jamais de remplacer ces 4000 collègues par des contractuels. Parce que normalement, là, moi, mes copains de promo, j'en ai déjà 3 qui sont partis à la retraite. Mais je n'ai pas vu le nombre de postes au CAPES augmenter. Vous voyez, parce que chez les collègues de cette génération, beaucoup avaient travaillé avant comme maître-nageur, comme animateur, comme ceci, et ils ont donc fait valoir, au-delà du fait qu'ils avaient déjà bossé au moins 40 ans, des années supplémentaires de travail. Et certains sont déjà partis à la retraite. Moi, sur ma promo, on était une quarantaine, j'en ai déjà 5 qui sont partis à la retraite. Et pour autant, moi, j'ai vu, on garde le même nombre de postes, mais ce nombre de postes n'est pas en augmentation. Il va y avoir un vrai souci. La promo, d'après moi, en 82, il me semble qu'il y a 1250 postes. Vous voyez, et celle d'après, je crois qu'il y en a 1400. Enfin, voilà, il faudrait reprendre les chiffres du nombre de postes sur 82, 83, 84, faire le total pour savoir, dans les 5 ans qui viennent, le nombre de collègues qui vont partir. Avec 1 an de décalage ou 2, ou moins pour ceux qui ont déjà travaillé en amont. Oui, on l'a quand même un peu évalué puisque notre demande, ça tourne autour de 1500 postes par an. Hein, donc, le
entre les départs à la retraite et les besoins, surtout de postes non couverts aussi aujourd'hui déjà, voilà, on est sur cette évaluation-là actuellement. Donc, bon, c'est… Coralie, tu… Oui, enfin juste sur peut-être sur ce point, puis je vais peut-être répondre à Natacha, enfin en tout cas donner juste un ou deux éléments, mais sur les postes, je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut voir aussi, hein, c'est qu'aujourd'hui, notamment par la mise en place de la loi de la transformation de la fonction publique, l'objet, il n'est plus forcément de recruter des titulaires, hein. On a bien aussi un objet d'emploi de contractuels dans toute la fonction publique. Et donc, ça reste, enfin, je veux dire, chez nous, ça reste une bataille forte, hein, sur les postes au concours, sur les besoins existants. Mais tu as raison de le signaler, on va avoir, là, dans les années qui viennent, un gros flux de départ. Et aujourd'hui, on sait que chaque année, il y a plus de 1000 non-titulaires employés rien qu'en EPS. Donc, il y a un vrai sujet, enfin, il y a un sujet sur les postes, ça, il n'y a pas de souci, ça reste une bataille permanente. Et alors, moi, j'ai fait cette étude-là avec le nombre d'inscrits, tout ça, mais que à partir de 2000, j'ai pas avant, donc on se tournera vers les plus anciens, mais de toute manière, il y a des projections sur les départs en retraite, ça, il n'y a pas de souci. Après, je ne sais pas s'il n'y a personne d'inscrit, juste un point sur l'oral 3. Je sais pas, peut-être que Christian, tu voudras rajouter des éléments. Je crois qu'il ne faut pas confondre les deux épreuves. Il y a bien une épreuve d'oral professionnel, d'oral qu'avaient notamment les candidats de l'interne, qui s'appuient sur un dossier. Et même s'ils doivent mettre en avant leur parcours, c'est pas du tout de même nature. Parce que là, il y a une première partie de l'entretien qui est sur notamment de la motivation et de la présentation d'un certain nombre d'éléments du parcours. Mais après, l'entretien se fait c'est un autre sujet, mais sur tout ce qui est valeurs de la République, droit des fonctionnaires. Enfin, on a… cette épreuve d'oral 3, je ne l'ai pas beaucoup détaillée, hein, mais elle est très orientée quand même. Elle est très orientée et dans le contexte actuel, elle est… Enfin, oui, pour moi, elle est un peu inquiétante dans la façon dont on veut formater, en tout cas, les étudiants. Et je rappelle, parce qu'on est dessus aussi au niveau… demain, on étudie des textes au niveau ministériel, mais ça fait partie des maquettes de formation aussi. Ils ont quasiment triplé le volume de tout ce qui concerne, dans les maquettes de formation, tout ce qui concerne les valeurs de la République. Donc, il y a bien pour moi, en tout cas, l'épreuve d'oral 3, telle qu'elle est conçue, ne rejoint pas l'épreuve d'oral qu'il y avait pour les candidats de l'interne, même si on va retrouver dans cette épreuve-là quelques éléments, parce que, mais notamment, alors après, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, je ne vais pas m'étendre, mais même sur l'épreuve d'oral 1, il y a des choses qui faisaient référence aussi à tout ce qui concerne la laïcité. Enfin, il y avait des points de rupture. Et là, ils vont en faire une épreuve, enfin vraiment une épreuve à part, spécifique, mais qui s'appuie pas sur de situations professionnelles au départ. Et c'est ça aussi qu'il faut voir. Hein. Nous, c'est ce qu'on avait un peu dénoncé, enfin, pas un peu, qu'on a beaucoup dénoncé. Et encore, je ne vous fais pas l'historique de cette épreuve d'oral 3 qui a énormément, qui a bougé entre le début des textes et la fin des textes, où alors la première mouture, pour le coup, était vraiment inquiétante. Et il y avait tout le déroulé, enfin, c'était plus du tout anonyme en termes de concours, quoi. Il y avait aussi un enjeu là-dessus. Voilà. Pardon. Oui, je vais passer la parole. Il y a Nicolas de l'INSPE de Caen pour qu'il demande un point sur la situation à partir de Caen. Non, je voulais juste dire un mot par rapport à la… Bon, tout le monde a bien compris que en fait, c'est une réforme systémique, hein, et Coralie l'a rappelé tout à l'heure, qui a avancé par petites touches au début, puisque tous les dossiers ont été étudiés de façon séparée, les uns par rapport aux autres.
ce qui était une manière de mettre les organisations et les représentations professionnelles en difficulté, de faire en sorte que personne ne comprenait rien et ils avançaient. Mais si on regarde finalement ce que tout ça va produire, c'est ils tenaient à évidemment mettre les étudiants en moyenne d'enseignement, hein, c'était une opération qui était financièrement calculée. Et puis la deuxième chose à laquelle ils ont tenu fortement, c'est cette fameuse épreuve 3 là, qu'ils ont imposée contre quasiment tout le monde, sauf le SGEN et le SE qui ont, enfin, en tant que syndicat, qui ont plutôt soutenu cette épreuve-là. Donc, l'idée de quand même formater, ou plutôt même que formater, de s'assurer qu'on recrutait des enseignants voilà, qui allaient pouvoir faire le job, entre guillemets, leur job. C'est ça qui est un petit peu le problème. Donc, voilà, on se retrouve dans cette situation-là, et combiné avec une diminution des moyens, finalement, parce qu'en EPS, on l'a souvent dit, mais quand même, il faut le rappeler, hein, en l'espace d'une quinzaine d'années, on a perdu la moitié des horaires de formation. La moitié. Hein. Donc, c'est considérable. On est passé de 1500 heures à peu près à 800 aujourd'hui pour la partie qui correspondait au master, c'est-à-dire avant préparation au concours plus première année de… Bon. Donc on est… et on sait que les gens, quand ils sont moins bien formés, ils seront aussi plus fragiles, donc plus malléables, plus facilement… voilà. Donc on est sur cette situation-là qu'il nous faut absolument effectivement dénoncer dans un premier temps, mais aussi sur lesquels il faudra agir. Donc je laisse la parole à donc Nicolas, ensuite Pierre, Janin, et puis ensuite Coralie, tu feras le point sur l'année de M2, là, les alternants, et puis on essaiera de terminer jusqu'à 8 heures pour essayer d'envisager un petit peu l'avenir. Oui, il y a Pascal Anger qui m'a dit qu'il avait demandé la parole et je lui passerai avant que Coralie réintervienne. Bien. Alors donc Nicolas Renouf, responsable du M1 Master MEF donc à l'INSPE de Caen Normandie. Juste pour dresser un point et des conséquences de la réforme, nous au sein de l'INSPE, sauf modification, nos étudiants à partir de l'année prochaine auront une formation didactique, donc plutôt orientée oral 1, leçon de PS, de 72 heures sur les 2 années de formation. Donc 72 heures pour maîtriser la didactique, la pédagogie des 11 APSA qui seront à l'oral 1. Ce qui est strictement impossible. Donc ça, les conséquences sont avec 2 hypothèses, hein. Soit les étudiants se débrouillent seuls et globalement on n'y arrive pas, soit les formateurs font des heures en plus, entre guillemets bénévolement, pour permettre la réussite des étudiants. C'est-à-dire qu'on n'aura pas assez d'heures maquettes, il va falloir compenser par des heures à côté, mais non rémunérées forcément. Donc ça, c'est la première chose. Tout comme Emmanuel tout à l'heure, je crois, si je ne me trompe pas de prénom, et si c'est le cas, je m'excuse, mais une seule simulation par oral, donc quasiment aucune formation didactique, une seule simulation par oral. On est arrivé à un système où je pense qu'on ne va pas permettre la réussite des étudiants clairement. Et enfin, pour le dernier point, peut-être également sur les contractuels alternants, nous sur l'académie, sur la partie rectorat de Caen, il y a un seul poste de contractuel alternant. Un seul. Sur 50, on a 50 étudiants en M1, il y en a un proposé l'année prochaine pour un actuel M1 et il y aura un poste de proposé pour un M1 à la rentrée de septembre. Ça fait 2 postes seulement proposés. Toute une campagne de communication autour de l'apprentissage et la préparation au métier par alternance, mais qui au final est bien réduite quand on regarde réellement comment ça se passe. Donc voilà le point sur l'INSPE de Caen qui est un peu désolant, mais je crois qu'on n'est pas tout seul a priori. Donc voilà, c'était simplement pour faire un point. Et j'avais une question pour Coralie qui parlait de S3, S4. Nous, sur l'Académie de Caen, a priori, on partirait sur S2, S3. Par exemple, alors, je ne sais pas si c'est une décision nationale ou une décision locale rectorale. Mais a priori, c'est ce qui aurait été entériné. Alors, je ne sais pas si c'est avéré ou s'il y aura une possibilité
d'uniformisation nationale, en tout cas. Ok, merci. Pascal, donc avant Pierre Janin et après Coralie. Oui, bonjour à tous. Non, c'était pour revenir un petit peu sur l'enjeu ou l'avenir du Master MEF EPS en lien avec la L3 et ce qu'a un peu dit Pierre de l'ANESTAPS, c'est en lien avec ce qu'on a vu sur ce qu'on voit, ce qui se passe sur le STAPS de Valenciennes. Et tout à l'heure, là, il y avait Émilie et Jérôme Danel qui étaient en discussion avec le vice-président de l'Université de Valenciennes. C'est pour reprendre un petit peu ce qui se passe, par exemple, donc à Valenciennes, c'est la fin d'un MEF EPS M1, mais une substitution avec un autre master, un nouveau master qui sera, je ne rentre pas dans les détails, mais qui sera sous un label management. Mais en gros, il préparera à la fois le concours, mais aussi, si on échoue au concours, leur idée, c'est par rapport au débouché professionnel pour les étudiants qui n'auraient pas réussi au concours, et vu qu'il y a peu de postes et beaucoup de candidats, eh bien, c'est de leur permettre un master, un master qui leur permettra de faire de l'enseignement, mais ailleurs que dans la fonction publique, ou éventuellement, évidemment, peut-être comme contractuel. Et donc, je crois qu'on a à réfléchir sérieusement à comment on sauve un master MEF en lien avec une licence 3, enfin une licence EducMot, mais avec la préoccupation effectivement qu'ont les étudiants, ce qui est normal, et la C3D aussi s'en préoccupe, hein, c'est qu'est-ce qui reste pour les étudiants quand ils ont échoué, ils sont en MEF, mais ils ont échoué au concours. Et je crois que syndicalement, il faut avec l'ANESTAPS et la C3D, on travaille à ça pour ne pas tomber dans le piège, où là, le risque, hein, je crois que c'est Emmanuel qui le disait, le risque, c'est qu'à terme, le MEF EPS, il n'y a plus grand-chose, ne serait-ce qu'en termes de capacité d'accueil qui sera fixé en fonction du nombre de postes ou de prévisions. Donc, c'était ça. Donc, moi, c'était pour… on ne tranchera pas ce soir, hein, mais c'est qu'on ait une réflexion vraiment très sérieuse sur la défense de la licence EducMot ou licence EPS et MEF EPS. Et je termine, je rebondis sur la proposition que Pierre Janin a fait, hein, et on en discute avec l'ANESTAPS depuis un moment, c'est de voir quelles actions, et ce qu'Emmanuel aussi a suggéré, c'est qu'il faudrait, comment on peut aider les étudiants avec les personnels à protester toujours contre cette réforme, enfin dans la mise en œuvre, dans la mise en place, et qu'on n'est qu'au début d'une petite catastrophe quand même, quoi. Et donc à voir sur ça. Et je rappelle juste que bon, depuis l'année dernière là, et avec l'ANESTAPS, on mène une campagne auprès du ministère, notamment sur une augmentation du nombre de postes au concours face aux besoins. Voilà, je m'arrête là. Ok, et ben Pierre justement, et puis après il y a Jérôme Danel qui nous a proposé un petit point sur Valenciennes, et puis après. Bah oui. Merci Pascal encore pour tous ces travaux et cette collaboration. Effectivement, la manière dont ça s'est passé à Valenciennes, il y a une réelle ambiguïté. Hein. C'est de pouvoir, entre guillemets, trouver le moins pire, et ça nous a vraiment fait énormément de mal. Donc oui, les propositions qu'on peut faire suite à la fermeture ou à une diminution de capacité d'accueil, c'est des choses qui sont réelles et qui nous préoccupent. Actuellement, ce qui est proposé, c'est de sauver, comme on le peut, nos étudiants pour pouvoir leur proposer un avenir qui existe et une formation. Pour pouvoir revenir un petit peu sur les différents propos qu'on tenait par rapport à l'oral 3, nous, on a pris le temps au niveau de l'ANESTAPS d'échanger avec M. Canvel, donc président du concours du CAPEPS, pour pouvoir lui faire part de nos vigilances. Et surtout de nos craintes. Les retours que nous on a eus, c'est que dans tous les cas, les directives qui seraient données au niveau du jury pour cet entretien ne seraient pas d'évaluer les manquements, on va dire, dans un CV. Qu'est-ce qu'il manque à telle personne pour pouvoir être un bon enseignant? Ce ne serait pas non plus de venir sanctionner un bachotage. Est-ce qu'il a bien appris les textes? Est-ce qu'il connaît toutes les valeurs de la République? Mais il nous a bien rappelé que cet entretien porterait sur 2 situations professionnelles qui seraient à travailler et sur lesquelles il faudrait faire des propositions. Donc, c'est quelque chose sur laquelle nous, on a vraiment
appuyer pour pouvoir expliquer tout simplement qu'on n'avait pas envie que ça se tourne justement sur du récital, mais plutôt sur voir comment l'étudiant, le candidat sera en capacité d'agir face à une situation professionnelle. Et là-dessus, on est en train de travailler actuellement sur le sujet 0 pour pouvoir voir un petit peu à la manière dont tout ça allait se passer. Et deuxième chose, quand on a pu parler un petit peu des jurys, vraiment, on a apporté une demande qui est tout simplement que ce soit des personnes de terrain, donc des enseignants d'EPS, des chefs d'établissement, des personnes du premier degré, par exemple. Et donc là, on nous a répondu que c'était justement leur demande, leur envie. Donc, on suivra de très près cette mise en place sur le prochain concours. Mais on a eu ces revendications et pour l'instant, on a des retours et des informations qui vont dans ce sens-là. Bon, ma foi, si on arrive à sauver les meubles, tant mieux, mais pour combien de temps? Ça dépend. Voilà. Donc, Jérôme? Oui, donc bonsoir à tous. Quelques infos à propos de Valenciennes, parce que ça a été évoqué à plusieurs reprises. Donc, je fais partie de l'équipe pédagogique à Valenciennes, et puis j'ai l'impression qu'on est un cas assez clair de ce que Emmanuel a exprimé de manière plus générale, avec des perspectives pas forcément très, très sympathiques. Donc, sans rentrer dans le détail, ce qui se passe à Valenciennes, c'est qu'il y a une décision unilatérale de l'université de fermer le master MEF, c'est-à-dire sans discussion avec l'INSPE, même pratiquement sans rencontre, ils se sont pas vus. Et puis, sous la pression étudiante, qui a plutôt bien fonctionné, parce qu'il vaut mieux être étudiant pour être entendu aujourd'hui qu'enseignant. En fait, nous, on n'a jamais été mis au courant de quoi que ce soit. A été proposé donc l'ouverture d'un nouveau master. Alors, je ne suis pas très au fait, moi, des démarches administratives de tout ça, mais le parcours, il est quand même très spécial, parce que finalement, vu le délai, ce master, il est intégré dans un autre master, comme un parcours d'un autre master déjà existant, parce que c'est trop compliqué de le monter administrativement rapidement. Donc, on est dans un master avec un label d'ingénierie, d'ergonomie. Bon. Donc, pour y faire prioritairement de la préparation au concours, mais pas que, c'est l'appellation à laquelle ils tiennent beaucoup, mais pas que, avec d'autres disciplines. Mais alors là, c'est évidemment en construction, parce que les délais ont été tellement rapide et pressant que on est encore en train de monter ça. Il existe sur le papier, on veut dire, et encore sur le papier, c'est pas très clair administrativement, mais il existe plus ou moins, mais il y a encore 2 réunions cette semaine et ainsi de suite, en période d'examen, pour monter ce truc à 5 ou 6 à la fin, finalement, parce qu'on est, comme partout, très très peu nombreux, quoi. Bon. Moi, mes interrogations, c'est comment va réagir l'étudiant en ayant en tête qu'il est là pour le concours, et puis on lui propose une éventuelle porte de sortie. C'est-à-dire que à quel moment, dans sa tête, il va faire la bascule pour se dire ah, mais c'est là-dessus qu'il faut vraiment que je mette l'accent. Est-ce qu'il ne va pas négliger ça? Enfin, à quel point ces disciplines en fait, qui s'agrègent en fait, à la préparation concours, elles vont vraiment donner une plus-value. Enfin, franchement, j'ai du mal à me projeter là-dessus. Puis après, je termine, mais je rappelle quand même qu'il y a un cas très particulier, c'est que nous, on était intégrés dans une école d'ingénieurs. Alors effectivement, l'année dernière, c'était en projet depuis 3-4 ans. Et c'est ça. Pour moi, c'est le point qui fait que le directeur de cette école d'ingénieurs peut décider de fermer un master MEF qui lui appartient tout d'un coup, mais dont il ne veut pas, parce que ça ne l'intéresse pas, parce que ce n'est pas assez rentable, on n'est pas bon, on n'est pas performant, on n'a pas de débouché. Bon, voilà, c'est le point pour moi qui fait que c'était très compliqué. Et puis l'université, donc au-dessus de l'INSA, a essayé de rattraper un petit peu la situation avec ce nouveau master. Merci. Coralie, à toi. Oui. Alors, juste sur la question tout à l'heure de Nicolas, en fait, dans les textes, alors j'essayais de retrouver, en même temps, je ne le retrouve pas, mais en fait, c'est dans les textes à la base, ils avaient préconisé S2, S3. Tout simplement parce que tout le monde avait un peu râlé, plus que râlé, sur le fait qu'en S4, c'était juste impossible de faire, de tout avoir en même temps pour l'étudiant. Le problème, c'est que sur l'année de transition, ils ont un souci, c'est-à-dire que commencer en S2, S3, en S2, pardon, il y a un problème RH à gérer.
C'est-à-dire, pendant 6 mois, qu'est-ce qu'on fait des blocs de moyens provisoires qui vont être utilisés par les master MEF. Et donc, on voit bien, enfin, là, dans toutes les remontées qu'on a, on a beaucoup en fait, d'INSPE qui vont fonctionner sur S3, S4. Pour le moment, avec certains qui vont évoluer à partir de l'année prochaine, mais d'autres, a priori, dans ce que j'ai lu et vu, la volonté de maintenir sur S3, S4. Voilà, ça c'est la première chose. Il y a quand même eu une forte opposition des organisations syndicales, outre le fait de l'utilisation des étudiants comme moyen d'enseignement, sur ce fameux semestre 4, où voilà, ça semblait complètement incohérent de mettre les étudiants à ce moment-là en responsabilité. Il y avait ça. Après, juste un constat, hein, nous, ce qu'on a pu voir et qui a été dit, hein, on a l'impression en tout cas d'un renforcement de la sélection en Master MEF en première année. Et là, ça vient, il en existait déjà une, parce qu'on l'a vu, hein, quand on voit Nice, je prends cet exemple-là parce qu'il y a eu quand même toute une activité menée, où on passe de 120 étudiants, je crois, à 120 en STAPS, en éducation motricité, à 25 étudiants en Master 1. Ça fait un gros choc. Et ça, quand je regardais un petit peu les chiffres qu'on avait réussi à avoir, en EPS, en tout cas, c'est flagrant, mais parce qu'on a aussi une licence qui est dédiée à ça. Et donc, derrière, ça implique un certain nombre de choses. Et je pense que ça ne va pas aller en s'améliorant. Bref, ça rajoute une couche. Juste après, je fais très bref, excusez-moi, sur les contractuels alternants. Il y a plusieurs points dont on a eu confirmation et que je voudrais vraiment que tout le monde ait en tête. Il y a obligatoirement le choix pour l'étudiant, soit de choisir un contrat quand il y en a la possibilité. Nicolas, il dit qu'il n'y a qu'un seul contrat sur Caen. Alors, j'ai regardé, on n'a effectivement pas les chiffres sur Caen encore. Mais par exemple, à Nice, c'est 25 possibilités de contrat pour 25 étudiants en STAPS. Et au départ, on leur imposait à Nice. Donc, ça, ce n'est pas possible. Le choix doit pouvoir être fait par l'étudiant, soit du contrat, soit du stage. Il doit avoir le choix. De toute manière, un contrat, c'est un accord signé entre deux parties. Donc, voilà. D'autre part, sur l'affectation sur le temps de service, il y a une erreur dans la circulaire. Il y a une erreur dans la circulaire qui dit 6 heures plus 3 heures d'AS sur un trimestre. Et quand on fait le calcul des 216 heures plus 3 heures d'AS sur un trimestre, ça fait 36 heures, ça fait 252 heures, alors qu'ils mettent dans un maximum de 240 heures. La circulaire dit ça. Ils se sont plantés en écrivant leur circulaire. Donc, à la dernière réunion, nous, on a dit, de toute manière-là, c'est 3 heures indivisibles. Et en gros, on a dit, c'est 3 heures d'AS sur 8 semaines. Vous arrivez à 24 heures, vous rentrez dans votre volume global. Non pas que ça nous plaise de dire, de limiter à 8 semaines, mais on se dit que pour l'étudiant, c'est quand même mieux dans le cadre de sa formation, finalement, d'avoir 8 semaines plutôt que 12 semaines, parce que ça prend du temps et on sait que l'AS, en plus, ça peut prendre beaucoup de temps. Voilà. Après, il y a plusieurs problèmes, hein, mais on a un problème sur les frais de déplacement. C'est-à-dire qu'on a eu des échos sur le fait qu'il y ait des lieux de contrat à 150 km de l'ESP. Rien n'est prévu actuellement. Je le dis, rien n'est prévu actuellement. La circulaire sur les frais de déplacement de 2010 qu'ils peuvent utiliser, en fait, elle ne rembourse que les frais en cas de transport public ou de covoiturage avec la nouvelle. Mais ça ne fait pas tout, ça. Et puis, c'est pas forcément compatible. Donc, ça, c'est des points qu'on a soulevés. Ensuite, le choix de libérer, on a renforcé cette idée-là, même si ça pose d'autres problèmes, de libérer les contractuels alternants qui seraient admissibles au concours, qui seraient pour les écrits, et puis après, dans le cadre des oraux. Mais il faut savoir que derrière, il y a un impact sur les élèves qu'ils ont en responsabilité. Et donc, on demande ça, et l'administration dit, OK, on libère 15 jours avant les écrits, parce que c'est actuellement ce qui est prévu, mais derrière, rien n'est trouvé pour faire le remplacement de ces étudiants. Autre point, j'allais l'oublier, je me l'étais noté, très important, si un contractuel abandonne son contrat,
il doit obligatoirement être replacé en stage. Donc, il faut lui trouver un berceau. Ça, c'est pareil. On a voulu s'en assurer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si l'étudiant il choisit le contrat et qu'en fait, il trouve ça trop dur, qu'il ne peut pas suivre, il faudra lui trouver un berceau pour qu'il puisse finir sa formation. Donc, ça, ce sont des choses qu'on obtient, des renseignements qu'on obtient au fur et à mesure, mais qui ne sont pas simples. Et toutes ces questions-là, on les avait posées il y a maintenant plus d'1 an. Et il se rend compte aujourd'hui des difficultés qu'il y a sur le terrain. Bon, voilà, je voulais juste faire un point là-dessus parce qu'il y a beaucoup de questions. Alors, c'est un côté RH, mais en l'occurrence, c'est obligatoirement impacté. Je rappelle juste, alors, pour avoir fait quelques visios avec des étudiants, que le fait d'avoir une responsabilité, ce n'est pas la même chose que la pratique accompagnée. Ça inclut toutes les tâches annexes, conseil de classe, rendez-vous avec les parents, tout ça, que normalement, quand on est en pratique accompagnée, on n'a pas. Et derrière, il y a une fatigue aussi qui n'est pas la même. Dernier point, excuse-moi, je fais très long, en tout cas sur les tuteurs aussi. Les tuteurs des alternants, ça va être compliqué d'en trouver. À 600 € la rémunération à l'année, avec ce que ça va impliquer, et puis sans décharge. On a redemandé des décharges, mais c'est sans décharge. Et donc, à un moment donné, c'est comme pour les fonctionnaires stagiaires. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément compatibilité des emplois du temps. Et en termes de tutorat, voilà, ce n'est pas simple. Et je pense que les contractuels alternants en auront besoin. On a, donc, comme je disais tout à l'heure en introduction, il y a beaucoup d'étudiants EPS. C'est la discipline où il y a le plus de demandes de contrat parce qu'en fait, il y a en plus, je ne nie pas une impression, en tout cas, il y a une meilleure gestion de classe et du collectif. Ça, on le sait, on a été dans la formation, éducation, dans la licence en tout cas, STAPS. De toute manière, les étudiants STAPS, ils sont préparés aussi à un certain nombre de choses. Et donc, se sentant prêts pour gérer la classe, eh bien, en tout cas, il y a une forte demande de leur part. Et donc, parfois, je pense aussi ne prenant pas toute la mesure de ce que ça peut impliquer. Voilà, j'ai été longue. Non, c'est bien, merci. Il y a Marie-Annick qui veut poser une question ou en tout cas intervenir. Je te laisse la parole, Marie-Annick. Oui, non, ce n'est pas une question. Je l'ai dit tout au début dans le chat, mais nous, on a 2 militantes SNAP qui sont dans les bureaux qui viennent de nous informer qu'ils avaient reçu le papier officiel comme quoi elles seraient tutrices d'un stagiaire l'année prochaine et sans absolument avoir donné leur accord. C'est-à-dire, sur la proposition de l'IPR, vous êtes nommée tutrice d'un stagiaire l'année prochaine. Donc, au niveau de nos militantes, bon, si elles ne veulent pas le faire, elles auront les arguments, il n'y a pas de souci, elles sauront dire non puisque c'est un droit, elles ne sont pas obligées d'accepter. Mais voilà les méthodes, par exemple à Nancy-Metz. Ok, merci. Émilie? Oui, je rebondis aussi sur les alternants puisqu'on a eu un GT, nous, à Lille, la semaine dernière. Donc, effectivement, nous, on est en dessous du nombre de candidatures, c'est-à-dire que les candidatures sont moindres de manière générale que sur les 470 alternants attendus dans le second degré et les plus de 500 alternants attendus dans le premier degré. Maintenant, on n'a pas cette dissociation, c'est vrai, sur les disciplines. Ça veut dire qu'en EPS, ça peut être très demandé et très peu demandé dans d'autres disciplines. Ça, c'est le premier point. C'est en train de se faire. On voit bien qu'ils sont en difficulté aussi à avoir très peu de candidats, à pas avoir comme ça le retour des étudiants, parce que je pense qu'aussi il y a des vraies craintes et plus l'information va circuler sur les responsabilités, la difficulté à gérer le dernier semestre, effectivement, ça va être compliqué. Et puis, quand même, dans le discours, on a eu des échanges assez nourris et assez longs sur la pression qui va être mise dans les établissements
c'est-à-dire sur les équipes en place, puisqu'ils espèrent limiter les dégâts grâce aux titulaires en place. Moi, j'ai posé la question de la natation, etc., etc. Donc, on me répond très clairement qu'il en va de notre responsabilité et quasiment d'accueillir collectivement, de faire au mieux, etc., etc. Donc, responsabilité, enfin, de fait, en tout cas, annoncée sur les tuteurs, sur les équipes en place, sur les chefs d'établissement. Il faut savoir qu'à Lille, ils nous ont annoncé des affectations jusqu'au 16 juillet. C'est-à-dire qu'une fois les organisations stabilisées à peu près, les chefs d'établissement reprendraient de ces nouvelles. Quant à l'affectation, elle sera effectivement imposée à l'établissement, mais pas au tuteur. C'est-à-dire qu'on est tuteur que si on le souhaite. Voilà, on a posé un certain nombre de questionnements, d'engagement. Maintenant, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué et je ne sais pas ce que ça va donner sur le terrain, mais avec ce double accueil stagiaire et alternant, ça va être des transitions extrêmement difficiles sur l'UNSS. Tu viens de le dire, Coralie, ça va être compliqué à gérer et ça risque de cristalliser un petit peu des tensions dont on n'a pas besoin en ce moment. Voilà. Ok, merci. Coralie, tu veux rajouter un mot? Je n'ai pas d'autres inscrits là sur ton micro. Mon micro, hein, donc juste, je rappelle que pour les tuteurs, c'est bien inscrit dans la circulaire que c'est sur la base du volontariat, donc il faut vraiment prendre ça comme appui. Après, je pense qu'on va découvrir, enfin hélas, on va découvrir beaucoup de choses l'année prochaine. Moi, j'espère juste, mon inquiétude, elle est vraiment sur les étudiants et il faudra vraiment que, alors je le dis et aux formateurs et aux étudiants, qu'il y ait toutes les alertes possibles du côté RH quand il y a des choses qui ne se passent pas bien. Parce que je vous cite juste un exemple, après je sais qu'il faut qu'on passe à la suite, mais à l'audience mercredi dernier avec donc un adjoint à la DGRH, enfin le chef du bureau de la DGRHB, qui dit, quand je lui dis, donc vous nous garantissez la mise en place du stage s'il y a une rupture de contrat. Et il me dit, ah ben s'il y a des problèmes de sécurité, non. Et là, on lui a dit, bah si en fait, parce qu'il est dans le cadre de sa formation. Et il a insisté et on a dû lui prouver qu'il ne pouvait pas faire ça, que c'était bien l'année de fonctionnaire stagiaire après où on tranchait sur est-il apte ou non, et il y a un jury de titularisation et tout ça. Et donc, je pense vraiment qu'il y a une très, très grosse vigilance à avoir parce que ces contractuels alternants vont se retrouver dans des difficultés auxquelles ils n'auront pas été confrontés et c'est du jamais vécu. Et il faut bien avoir à l'idée qu'ils sont dans le cadre de leur formation et non pas placés en responsabilité, je dirais hélas, mais que je pense vraiment il y a un point de vigilance très important à avoir en début d'année avec ce public particulier que seront les contractuels alternants. Ok, bon, moi je vais devoir vous quitter pour des raisons indépendantes de ma volonté. Je te laisse, Coralie, avec Pascal, Dominique, gérer la fin de cette réunion. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir participé et puis à bientôt et bon courage pour ce qui nous. Oui, je reprends du coup vraiment. L'idée, c'était d'avoir en tout cas un échange sur la suite, quoi. C'est-à-dire que, donc ce que je disais tout à l'heure un peu en introduction, on a vu au niveau des formateurs, toutes disciplines confondues, des pétitions, on a vu des démissions de responsables de MasterMEF et tout ça. Mais aujourd'hui, donc, ils ont quand même une idée en tête qu'ils ont appliquée malgré toute l'opposition de l'ensemble des organisations syndicales. C'est aussi ça qu'il faut se mettre en tête parce que, alors juste le SGEN qui était plutôt favorable à cette réforme, notamment sur la mise en responsabilité complète des étudiants, avait demandé au moins le report pour que ça s'organise, quoi. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit comme perspective d'action pour essayer en tout cas d'améliorer, essayer d'avoir encore un poids sur un certain nombre de choses. Et
notamment enfin, les formateurs, il y en a quelques-uns ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui se met un peu en place dans vos lieux de travail, que ce soit les STAPS ou les INSPE, voilà, qu'on voit qu'est-ce qu'on pourrait faire, quoi. On n'a pas de... Au niveau institutionnel, je pense qu'on a fait beaucoup dans les comment dire, dans les négociations, dans les discussions, plus que les négociations, je veux dire, et que là aujourd'hui, on se retrouve un peu bloqué. Ben voilà, maintenant mise en place de la réforme, concrètement, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Moi, je pense qu'il n'y a que les étudiants qui peuvent faire bouger la machine, parce que on voit bien que dans toutes les réunions, et Jérôme l'a dit tout à l'heure, dès que les étudiants sont un peu montés au créneau à Valenciennes, ça change. Alors, ça change peut-être pas énormément, mais ça change quand même un peu. Moi, je pense qu'il n'y a que les étudiants qui peuvent faire un peu peur et au président de l'université, puisque dès qu'il y a un mouvement étudiant à l'université, tout le monde recule, et au ministère, puisque finalement, c'est ça aussi qui pourrait éventuellement les faire bouger. Côté enseignant, moi, je pense, enfin, moi, j'ai passé des dizaines d'heures à manœuvrer à droite, à gauche, pour rien, strictement rien. Et donc, je me dis que la dernière ressource possible, c'est les étudiants. Et qu'il faut les avertir. Au moins, je pense que même sur le plan éthique, il faut les prévenir de ce qui leur pend au nez. Parce que là, on les engage. Enfin, moi, j'ai des enfants étudiants, pas en STAPS, mais j'ai des enfants étudiants. Et je vois les étudiants que j'ai, je me dis que ça pourrait être mes enfants et les engager sur 6 ans d'études. Parce que s'ils ratent le CAPES une fois, il faudra recommencer sur 6 ans d'études pour au final ne rien avoir. Je trouve ça complètement dément. Et à la fois pour eux, pour les familles, enfin pour tout le monde, que c'est un gâchis. Et ça, je pense qu'il faut l'annoncer. Il faut l'annoncer. Il faut au moins que de ce côté-là, on soit honnête avec les gens qu'on va désespérément tenter de former. Pascal, j'ai vu que tu t'étais inscrit. Oui, c'était par rapport à la suite. Là. Effectivement, c'est quand on voit bien, quand les étudiants s'organisent, aidés ou même initiés par l'ANESTAPS ou notre organisation étudiante, quand ils se mettent un petit peu en branle collectivement, un minimum, déjà, ça remet de la lumière et là, ils sont plus écoutés, comme disait Jérôme. Mais ceci étant, alors moi, que les étudiants comptaient ou appeler à ce que les étudiants protestent, etc., il faut bien se rendre compte que ce soit en M1 ou M2, ils vont être... ce qui compte d'abord pour eux, et c'est normal, c'est de se préparer à ce concours et que donc je ne sais pas s'ils auront toute l'énergie. Et donc moi, je voulais revenir un petit peu sur le rôle des organisations collectives que sont les organisations syndicales dont le SNEP FSU, le SNESUP, enfin la FSU par exemple, et la NESTAPS et d'autres organisations. Et que pour parler pour le SNEP, enfin, moi je pense qu'avec nos collègues à la fois dans les STAPS et dans les INSP et en lien avec les secrétaires académiques de région, nous c'est très rapidement l'année prochaine faire ça va venir, mais notre rôle c'est d'avoir un cahier de doléances de tous les problèmes qui vont surgir de toute nature que ce soit pédagogique ou matériel ou de responsabilité, etc. Et le rôle de nos organisations, dont celle du SNEP ou par le lien aussi de la liste FDE, c'est même si on n'est pas entendu, effectivement, on n'arrête pas de passer notre temps à écrire, à protester, à dire qu'on n'est pas d'accord, mais ça n'a pas fait d'effet. Mais on a encore aussi, par contre, ce rôle très important, enfin, c'est pas par contre, c'est aussi ce rôle et qui reste primordial, ne serait-ce qu'en organisant ce qu'on a fait ce soir, c'est de collecter, c'est de servir de lien et d'organiser une coordination de lutte ou d'aider notamment les collectifs étudiants ou des organisations étudiantes, de les appuyer. Donc, c'était un petit peu ça l'idée, c'est qu'on se prépare, nous, organisations syndicales, ou qu'on fasse savoir à tous nos collègues que sur le terrain, dans les STAPS et dans les INSP, faites-nous remonter très vite tous les problèmes, de façon à ce qu'on liste, et que même il y a une expression régionale. Enfin, je ne vais pas tout décliner un petit peu les processus, mais je pense que effectivement, si les étudiants pouvaient protester, s'organiser, rebeller, mais il ne faut pas se leurrer non plus. Et donc, je veux rappeler juste le rôle qu'on a aussi en tant qu'organisation syndicale, en lien avec l'ANESTAPS et d'autres, à faire savoir et à faire connaître et à faire remonter nationalement tous les problèmes qui vont surgir. Ça va être immense. Et je crois que, enfin voilà, ça va. Et donc, déjà, si on arrivait à faire ça, pour montrer tout le gâchis, mettre ça après publiquement, parce que c'est un vrai gâchis et on pourrait avoir aussi le soutien des parents d'étudiants quand même aussi sur ces choses-là. Enfin, voilà, je m'arrête là. C'était pour dire ça. Pierre ?
Oui, alors pour les étudiants, puisqu'ils sont sollicités, dans tous les cas, ils répondront toujours présents. Ils l'ont déjà fait par le passé et ils continuent encore à le faire. Donc là-dessus, soyez-en certains. La seule limite, et Pascal le rappelle très bien, c'est qu'ils vont être dans une année de transition. Ils vont être très focus, si je puis dire, sur leurs études. Et c'est la grande difficulté que l'on a toujours, c'est d'arriver à leur montrer que leurs études ne pourront aller mieux ou ne pourront bien se passer que si elles se mobilisent. Donc effectivement, il y a un vrai temps de sensibilisation sur l'engagement étudiant, sur ce qu'on peut appeler la rébellion, hein, si on utilise ce vocabulaire-là. Mais de notre côté, effectivement, on tente depuis quelque temps de les avertir sur cette réforme. La première limite que nous, on a et qu'on essaie de contrecarrer, c'est justement d'entrer rapidement en contact avec les étudiants en MEF, parce que comme les MEF EPS sont souvent dans les INSPE et pas directement dans les UFR STAPS pour certains, les BDE qui sont nos antennes locales avec lesquelles nous, on peut échanger très rapidement chaque semaine si nécessaire, malheureusement, ces BDE-là ne sont pas en contact avec les étudiants en MEF EPS, certains. Et donc là, on peine à les avoir en contact, à les informer. Et c'est pourquoi également, on continue de travailler avec le SNEP FSU. Et si vous avez la possibilité, par les enseignants qui sont à l'échelle locale, leur proposer de travailler directement avec les BDE locaux, à leur dire, bah voilà, nous, on souhaiterait mettre un petit temps d'information sur ce que vous faites, les BDE STAPS, ce que vous faites à l'ENE-STAPS par rapport à cette réforme. Bien sûr que nous, on est preneurs et on fera le nécessaire pour pouvoir proposer ces temps de sensibilisation. Par rapport à la nécessité de les mobiliser en licence, c'est des choses qui sont déjà faites. On a déjà eu des vagues de communication en interne, on a déjà eu des assemblées générales étudiantes sur ce sujet-là, des interventions. Donc, c'est des choses qu'on peut reproduire. On les a faites pour les L2, L3, on peut les faire également pour les années futures, faire des temps d'échange, d'explication de cette réforme, en sachant, et là vraiment on y tient à cœur, c'est de les faire avec les enseignants, que directement les enseignants, les responsables de promo ou les responsables de ce master-là, s'il est co-géré par exemple, ces enseignants qui sont en STAPS, ces responsables qui sont en STAPS, proposent directement à leurs étudiants, dire bah voilà, vous allez vivre une réforme, vous allez vivre de nouvelles choses dans votre formation. On souhaiterait vous l'expliquer. Et généralement, les étudiants sont beaucoup plus répondants, entre guillemets, à ces temps d'échange, si c'est initié par des enseignants, par le soutien d'une association étudiante. Donc là-dessus, si vous le souhaitez, nous, on fera le nécessaire pour que les associations et les étudiants vous accompagnent quant à l'explication de cette réforme. Pour derrière les sensibiliser et qu'ils puissent faire valoir leurs paroles et leurs droits à l'opposition. Et derrière, sur justement la deuxième chose qui est la construction d'un plaidoyer, de notre côté, chose qu'on peut initier, on a déjà un groupe sur la préparation du CAPEPS qui s'appelle Objectif CAPEPS, donc qui est annuel et qui est sur Facebook, hein, ce fameux réseau social. On pourra reproduire également des temps de sensibilisation sur cette nouvelle réforme, sur ce qui va se passer et pourquoi pas également mettre en place une adresse mail qu'on utilise déjà qui serait une adresse mail mesdroits@aneustaps, contact@aneustaps pour pouvoir faire remonter justement ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas et que derrière on montre que cette réforme est un échec en partie. Donc ça, c'est une première chose concrète que nous, on pourra mettre de manière autonome en place. Et derrière, cette deuxième chose qui est sensibiliser les étudiants ne pourra se faire, c'est ce qu'on pense, hein, qu'avec vous, avec votre participation, chose qui a déjà été faite par le passé. Donc, pourquoi pas continuer sur cette lancée. Alors, je n'ai pas d'autres inscrits. Jérôme va s'en aller. J'ai vu, je pense qu'il y en a beaucoup. Là, tout le monde, on a tous eu des journées bien remplies. Moi, je crois c'est vrai qu'il faut essayer de s'organiser, en tout cas de trouver des temps d'intervention, notamment auprès des licences pour que ça parle aussi un petit peu en termes de formation, en termes d'impact sur la suite. Après, c'est compliqué. Là, on est aussi en tout cas en cercle assez restreint. Donc voilà, c'est bien compliqué d'envisager la suite. Je crois que les interventions, alors ça, nous, on dit toujours, hein, les interventions, elles sont nécessaires, que ce soit… alors pour les formateurs, je pense que c'est parfois compliqué. Hein,
Emmanuel, je pense que je ne me trompe pas en disant ça, en disant que faire la propagande ou à l'inverse, aller contre un certain nombre comment dire, de nouveaux décrets ou c'est pas si simple que ça. Donc voilà, après on a vu, on a réussi à organiser, enfin en tout cas au niveau du SNEP, il y a des choses qui ont été faites avec des étudiants de licence notamment et avec des formateurs présents en soirée. C'est pas inscrit dans le temps, mais dans le temps de la journée et de la formation, mais c'est en soirée en tout cas. Et la présence des formateurs, c'est clair, je suis d'accord avec Pierre, hein, ça fait une grosse différence sur la présence des étudiants qui ne viennent pas forcément si c'est que le SNEP qui parle ou si c'est… donc, il y a sûrement un travail à engager là-dessus. Maintenant, il faut se donner les moyens, mais voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on est peu nombreux ce soir et que là, dans ceux qui restent, il y a beaucoup de militants du SNEP et plus beaucoup de formateurs. Et donc, c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué d'envisager la suite, quoi. La pétition, elle n'est pas… je crois qu'il y a un vrai travail de sensibilisation, en tout cas, à avoir auprès des étudiants. Je pense que les formateurs, ils ont du coup pris tout dans la tête là et ils se sont rendus compte, si ça ne l'était pas avant, en tout cas, d'un certain nombre de choses sur les conséquences de cette réforme, notamment en termes de volume de formation et de contenu. Parce qu'il n'y a pas que le volume, il y a aussi les contenus. Hein. Tout à l'heure, j'en parlais un tout petit peu. Donc voilà, après, j'ai pas de solution miracle. Je sais que c'est très important d'intervenir auprès des étudiants. Je pense qu'auprès des formateurs aussi, parce que je sais pas, Emmanuel, ce que tu en penses, mais il y a un souci aussi, enfin, je pense une nécessité d'informer que tout le monde n'a pas tous les enjeux aujourd'hui sur cette réforme de la formation. Je sais pas. Non, je pense qu'il faut, informer autant les formateurs que les étudiants. Les formateurs, ça aurait peut-être été un peu méchant ce que je vais dire, mais ils fonctionnent sur des routines. Pendant plusieurs années, ils ont fonctionné. Là, on leur propose de renouveler des maquettes. Ils renouvellent les maquettes, mais finalement, ils les renouvellent de manière, j'ai envie de dire, un peu traditionnelle, sans percevoir ce qui est en train de se passer de manière lourde, c'est sous-jacente et lourde. Et ouais, tout à l'heure, Jérôme est parti, mais moi, ça m'a interpellé, ouais, son histoire d'école d'ingénieur, machin, parce que c'est le prototype de la formation de contractuels. Ils auront un peu de PS et un peu autre chose, et ben, ça va être magique. Non seulement ils seront contractuels, mais ils pourront même être bivalents. On va vers un truc, c'est juste ahurissant. C'est juste ahurissant. Et ça, je pense qu'il faut prévenir les gens. Il faut prévenir les gens. Parce que dans un premier temps, le nombre d'étudiants va diminuer, mais ce que les collègues n'ont pas bien compris, c'est que le nombre de collègues aussi va diminuer. Hein. Et est-ce que, par exemple, en direction des formateurs, du coup, on ne pourrait pas réaliser peut-être je sais pas, un petit 4 pages. Merci Pierre, et puis à la prochaine. Est-ce que sur les formateurs, on ne pourrait pas essayer de réaliser un petit 4 pages qui récapitule tout et qui donne des exemples concrets de tous les impacts, en fait. Moi, je pars du principe que toute information est utile. Il y a sûrement des gens qui sont déjà très informés, des gens un peu informés, des gens pas du tout informés. Plus on va toucher de personnes, mieux c'est. Donc, ça demande peut-être un petit effort, mais je pense qu'il vaut la peine là maintenant. Ouais. Je crois que tout le monde nous quitte là. Ouais, on va. Non, mais on va arrêter, mais peut-être que on va travailler, ouais. En tout cas, parce qu'il y a à destination. Alors, je pense qu'il y a plusieurs points. C'est-à-dire qu'à destination des master MEF alternants, il va y avoir un 4 pages qui va être fait pour donner un certain nombre d'informations. C'est pas pour moi, là, ce n'est pas le sujet. Je pense qu'il y a un premier point. Alors, peut-être, je ne sais pas, Emmanuel, on pourrait aussi se recontacter pour essayer de construire quelque chose, en tout cas, qui soit disponible à la rentrée. Je ne dis pas sur cette fin d'année parce que je vais pas, sinon je ne vais pas y arriver de toute manière. Donc, plutôt pour la rentrée, mais au moins d'ici la fin de l'année, d'avoir établi un chemin de fer qui nous permette d'avancer sur cette question-là. Et puis après, je pense que c'est autre chose. Enfin, on en a déjà discuté, nous, en tant que SNEP. Hein, c'est à un moment donné, il faut partout aller dans les STAPS
discuter, enfin, pour alerter les étudiants. Et voilà, ça, je crois que c'est encore une autre partie. Mais sur les formateurs, je pense encore qu'il y a un point à faire là-dessus. Voilà. Je vous propose qu'on s'arrête là, sauf s'il y a des gens qui... Enfin, on n'est plus beaucoup, hein, donc On est 7. Bon, c'est dommage qu'il y ait eu ce loupé sur l'envoi du lien, quoi. Voilà. Il y avait 37 inscrits. Hein. 37 ouais, mais le lien n'a pas été renvoyé et du coup... C'était déjà bien de le faire. Donc, Emmanuel, en tout cas, on voit ça sur... Oui, il n'y a pas de souci. Voilà, et puis s'il y a un formateur qui commence à participer, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont vouloir aussi s'y mettre. En tout cas, dans la rédaction, on verra aussi avec ceux qui étaient là ce soir. Voilà, ça permettra d'avancer de manière un peu plus collective déjà. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, et puis bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Et la lutte continue. Coralie, la vidéo a été enregistrée, donc on pourra la mettre en vidéo privée au public sur YouTube et puis la réutiliser pour l'envoyer via un fil info dédié. Enfin, après, ce sera à vous de voir comment vous voulez la diffuser. Mais... alors, moi, je n'avais pas du tout... Tu verras avec Christian sur la façon de... Non, mais ça, on va travailler ça, ouais, effectivement. On va le faire fructifier, cet échange-là. Ouais, voir avec Christian et Bruno comment. C'est très bien. Parfait, ça ne sera pas perdu. Bon, merci en tout cas, Emmanuel, d'être. Merci. D'avoir pris ton temps pour venir. J'étais là avec 2 casquettes quand même, hein, formateur et syndiqué. Oui, je sais bien. Très bien. Mais oui, mais c'est important en fait. Important. Oui. Moi, alors, si tu veux, moi, c'est ce que j'ai écrit à mes collègues de l'UFR STEPS. J'ai été formé par des gens qui étaient, à l'époque, rue La Cretelle, des gens très combatifs et très combattants. Et j'ai eu ensuite des collègues, en particulier au lycée Maurice Ravel, qui étaient très, très marqués SNEP et qui prenaient en charge la jeune génération qui arrivait, si tu veux. Tu vois, on était protégés. Moi, je me suis senti protégé par les collègues les plus âgés. Et j'estime que mon rôle, en arrivant à un certain âge, c'est de protéger les suivants. Et donc, je vais m'investir à mort là-dedans parce que ça me paraît normal, tout simplement. Super. Bon, on a bien entendu. Écoute, moi, je suis sur l'Académie de Paris aussi, donc c'est parfait. Eh ben voilà, on va pouvoir se croiser. Mais c'est super le message là. Effectivement, l'idée qu'on pourrait le généraliser même, tous les anciens protéger les nouveaux. Ah oui, je trouve comme par solidarité. Ouais. C'est l'objectif des anciens, partout, normalement. Non, mais c'est vrai que c'est de... Moi, je l'ai rencontré tout au long de ma carrière, ça quand même. Hein. Des gens qui protégeaient de l'inspection, de machin, de plein de trucs. Bon, allez, oui, stop. Allez. Non, c'est parce que Dominique s'en allait, donc je disais salut, mais moi aussi, je vais y aller. Mais à bientôt, ouais. Allez, bonne soirée. À bientôt, Emmanuel. D'accord. À bientôt tout le monde. Coralie, Ciao.